Donc c'est notre dernier rendez-vous de la journée. Après une journée riche en partage et en échange, nous avons la lourde mission de vous intéresser sur la question de la parentalité et de l'autorité. Je remercie l'IFCE de m'avoir sollicité pour animer cette table ronde. Vous allez entendre 3 personnalités hautes en couleurs et je compte sur vous pour interagir avec elles. Elles vont se présenter rapidement, enfin je vais les présenter. Et l'idée de la table ronde, c'est qu'elles vous présentent en quelques minutes leur cadre de référence, comment elles travaillent. On a 3 univers différents. Et ensuite, que vous posiez des questions et que chacune puisse répondre. Donc, attendez, j'ai pris des notes parce que sinon je vais oublier. Nous avons Sophie Peigné, qui est infirmière de formation et qui est thérapeute, qui travaille essentiellement avec des adolescents, enfin qui va nous présenter le travail qu'elle fait avec les adolescents et les parents. Anne-France Grumel, qui est psychologue clinicienne et équicoach, et qui va nous parler de la question de l'autorité, autorité pour, autorité sur. Et enfin, Sylvie Dufresne, diplômée du DU Rama, diplôme universitaire de relations d'aide par la médiation animale, je l'ai placée, et donc qui est intervenante en médiation équine, et qui va elle aussi nous parler de son travail. Quand on a préparé ensemble, on a retenu des choses importantes qui rassemblent tout le monde. Quand on travaille avec les chevaux, il y a un cadre, il y a un outil et des supports, il y a des limites, il y a la question de comment on fait pour atteindre ses objectifs, il y a un travail efficient qui répond à un comment. Et la question, c'est comment ce travail en présence et avec les équidés soit rendu possible et permette ce rendez-vous autour de la thématique parentalité et autorité. Donc, toutes les 3, elles vont vous décrypter pourquoi le cheval à propos de cette question, tout en gardant à l'esprit... Alors, il nous manque une intervenante, il nous manque Alissa Miroglio, qui n'a pas pu se rendre disponible pour des raisons familiales, et qui nous avait amené la question de la place chez les équidés, qui est un sujet prépondérant pour cet animal de groupe. Donc elle n'est pas là pour en parler, on essaiera de le faire à sa place. Eh bien, mesdames, c'est à vous. Donc, Anne-France. Donc, bonjour à tous, Anne-France Grumel. Moi, j'interviens dans un univers qui est essentiellement un univers d'entreprise, en e-coaching. Et donc, dans ce monde de l'entreprise, je travaille beaucoup sur la notion de management, leadership. Et donc, on aborde, bien entendu, le sujet de l'autorité. Ce qui est important pour moi, c'est de leur faire comprendre aux clients qui viennent passer ces journées avec nous, c'est que vous avez 2 styles d'autorité. On pense qu'il y a 2 styles d'autorité en tous les cas. L'autorité sur et l'autorité pour. Alors, j'aurais envie de vous poser la question, mais ça va être un peu long, de vous dire qu'est-ce que vous définisseriez-vous par autorité sur, autorité pour. Je ne sais pas si on peut le faire ou pas. Non, ça va être un peu trop long. Donc, l'autorité sur, c'est que généralement, vous allez faire une pression, vous allez donner un pouvoir, vous allez faire en sorte de forcer la personne à faire. L'autorité pour, c'est mettre en place un certain nombre de choses, dont un cadre qui va permettre d'amener la personne par cette autorité, par votre façon de faire, par votre personnalité, par le cadre que vous allez mettre en place en douceur, vous allez amener la personne à faire quelque chose. Donc vous allez l'accompagner à faire quelque chose. Et cette notion d'autorité pour, généralement, on la retrouve chez le cheval. C'est pour ça que, pour moi, quand j'apporte toute la partie management et leadership, l'équicoaching est super parce que le cheval, spontanément, en miroir, va aller sur cette notion. Donc l'autorité pour, le cheval, il va la chercher pour se dire... Avant tout, je suis une proie. Avant tout, je peux être en danger en permanence. Donc, je vais vérifier si, par ton autorité, par ta présence non-verbale, puisque je suis dans un registre de non-verbal, je suis en sécurité avec toi. Et donc, nos clients, on va les amener à mettre en place cette autorité par un certain nombre de savoir-être pour que le cheval, petit à petit, puisse se dire « Ok, il me donne un cadre, il me donne, par son non-verbal, il sait me donner un cadre, un référent sur lequel je vais pouvoir construire de la sécurité, notamment la sécurité de ma vie. C'est très primitif, mais c'est l'instinct du cheval. Et ensuite, je vais donc pouvoir mettre en place aussi de la confiance partagée avec lui. Et en fait, c'est ça qu'on va les faire toucher à nos managers, à nos équipes, cette notion d'autorité pour. Voilà, je pense que j'ai à peu près... Après, on reviendra sur ces sujets si vous le souhaitez. Mais Sophie ou Sylvie... Peut-être Sylvie, puisque tu avais
évoquer la question de la sécurité affective et des émotions. Oui, Enchaîner. Donc bonjour, moi je travaille depuis 12 ans, voire un peu plus maintenant, avec le cheval et surtout donc j'accueille un public d'adolescents sur des séjours d'environ d'une semaine et qui sont assez réguliers. J'accueille aussi depuis peu, là, je travaille avec des familles et la question justement d'autorité pour, comme le nomme Anne-France, alors moi je ne connaissais pas cette notion-là, je parlais plutôt de positionnement. Le positionnement juste, c'est vraiment ce qu'on va travailler avec le cheval. Avec le cheval, quand on est, il y a des adolescents qui vont pouvoir qui peuvent remettre l'autorité en question et eh bien ils ont un tout autre comportement quand ils se retrouvent face au cheval. Et si on leur demande, moi je vais travailler beaucoup sur la relation positive, donc comment je peux créer une relation positive de partenaire avec l'animal, eh bien il faut concilier, il faut trouver une façon de communiquer, il faut respecter, et tout ça c'est important. Et quand j'ai fait ça dans le cadre de séances famille, eh bien je dirais que des fois les enfants étaient parfois plus à l'aise que les parents. Et ça a créé du dialogue et c'était vraiment très intéressant et très riche. Voilà, donc après on aura le temps. L'idée c'est que vous posiez plein de questions sur nos pratiques pour qu'il y ait une interaction parce qu'on est en fin de journée. Alors si on est tous à tenir un monologue, ça sera pas drôle quoi. Quand j'ai été sollicitée pour cette table ronde, je me suis posé la question, déjà, qu'est-ce que l'autorité ? Qu'est-ce que la parentalité ? Donc l'autorité, qui peut avoir plein de définitions, effectivement, tu en as déjà parlé, mais cette notion de commandement un petit peu, est-ce que c'est vraiment cette autorité-là qu'on cherche ? En tout cas, on vient nous questionner, nous, dans la médiation équine, pour travailler sur comment rétablir l'autorité parfois dans certaines situations. Donc moi, ça a été le cas. Entre autres, j'ai été sollicitée auprès d'adolescents dans le cadre de mon travail en tant qu'infirmière, puis en tant qu'équithérapeute. La parentalité est venue assez facilement se questionner dans cette histoire-là, puisque je travaillais avec des adolescents qui étaient suivis en psychiatrie, donc pour des troubles, entre autres de l'attachement, et dans le cadre aussi de dispositifs ITEP, donc avec des adolescents qui ont des troubles des conduites, des troubles du comportement. Je n'ai pas travaillé en fait directement avec les parents dans ce cadre-là, mais avec les équipes éducatives qui font le lien justement avec les parents. Qu'est-ce que je peux dire sur en fait pourquoi on vient nous solliciter ? Ouais. Pourquoi on vient nous solliciter avec la médiation du cheval ? Donc là, je me suis questionnée, moi, sur ma propre pratique d'équithérapeute. Comment j'ai pu, moi-même, travailler sur ma propre autorité, déjà avec le cheval, puis avec les adolescents que je suivais. Le cheval va nous demander des limites claires, une certaine fermeté et tout en ayant une certaine empathie pour qu'on puisse travailler en sécurité avec lui, que lui se sente en sécurité, mais que nous, avant tout, se sente en sécurité. La question de l'autorité, elle vient directement nous solliciter nous convoquer sur notre sécurité en fait intérieure. Et donc quand on veut travailler correctement avec les chevaux, pour qu'ils nous considèrent comme légitimes,
il va falloir justement se pencher sur cette question de sécurité et affective et physique. La question qu'on s'était posée, Anne-France, par exemple, c'est comment tu as été amenée, à partir du travail que tu fais avec les dirigeants d'entreprise, à aller travailler avec des couples parents-adolescents notamment, parents-enfants, sur la question de l'autorité et donc de la parentalité. Donc, en fait, ce que je vous expliquais au départ, c'est que comme je travaille sur cet aspect de management et de leadership, et que je leur fais travailler sur cette autorité dans du non-verbal, le nombre de... Alors, ouais, j'ai plutôt beaucoup d'hommes, on a 60% d'hommes et 40% de femmes, il n'y a pas encore une équité totale en entreprise. Et tous, à un moment donné, en fin de journée notamment, quand on débrief, me disent, mais en fait... Quand je me suis retrouvée avec le cheval, je me suis retrouvée avec mon ado qui ne rentre pas sa chambre et que je lui répète 15 fois d'aller ranger sa chambre et ça ne marche pas. Et là, je pense que j'ai compris des choses. Quoi Coucou. Et donc là, il me disait... Ça s'appelle son autorité. Pas du tout. Je cherche pas à être autoritaire là. Et en fait, il me disait, je comprends des choses que je vais pouvoir certes appliquer en entreprise avec mes équipes, mais je comprends aussi des choses que je vais pouvoir ramener à la maison. Et ça m'a beaucoup interpellée. Et certains m'ont même demandé un jour si je pouvais intervenir dans leur cellule familiale. C'était pas au départ mon orientation. Je suis plutôt curieuse de nature, je me lance plutôt des défis, la preuve, je suis là. Je m'attendais pas à me retrouver devant autant de personnes, donc je fais. Et donc j'ai dit, ok, on y va, j'ai jamais fait, je ne sais pas ce qui va en sortir, mais on va tenter de voir avec votre cellule familiale ce qu'on peut faire. Ça a été juste extraordinaire, parce que j'ai pu travailler individuellement. Alors j'ai eu notamment deux familles qui étaient composées à chaque fois de 4 personnes, 2 ados et le papa et la maman. Et j'ai pu travailler en individuel, demander aux enfants s'ils voulaient le regard des parents ou pas. Donc dans un cas, c'était oui, dans l'autre cas, ça a été non. J'ai pu travailler en tandem, parents-enfants. J'ai pu ensuite travailler avec l'ensemble de la cellule familiale. Et suite à cette journée, j'ai fait ça sur une journée, les 2 retours ont été de me dire, ça a été extraordinaire, ça a créé de la fluidité dans nos échanges, et ça a recréé une prise de conscience de sa place, la place de chacun. Et ça a été formidable. Et je me suis dit que c'est quelque chose que j'allais certainement continuer à faire. Et sur les ados, moi j'ai fait un essai sur un week-end d'ados où j'ai emmené 8 ados. Alors c'était dans mon réseau, j'ai vraiment fait par test. Et on a emmené ces 8 ados pour retravailler sur la confiance en eux. Et cette confiance repassée par comment je pose un cadre au cheval. Et comment dans ce cadre, finalement, que j'arrive à poser d'une façon non verbale, je pose une confiance en moi en disant je peux le faire, j'y arrive, c'est super, donc je peux m'exprimer. Et ces ados, on les a emmenés du vendredi soir au dimanche soir, et tous les parents nous ont dit il y a un avant, il y a un après. Voilà. Donc, moi, j'ai pas fait des études scientifiques là-dessus, mais je sais que le cheval permet de travailler sur cette prise, sur cette notion de où est ma place, aussi bien au niveau des parents que des enfants, et sur l'autorité, quelle autorité je vais impulser d'une façon non verbal, parce qu'avec le cheval, on va travailler essentiellement sur du non verbal. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Cécile. Si, ça a l'air. Merci. Du coup, j'ai envie de te poser la question, Sylvie, comment tu travailles sur cette question de la sécurité affective, avec les jeunes que tu reçois. Comment tu travailles concrètement ? Alors là, oui, effectivement, il y a 2 choses. Il y a donc là, si on est plus sur l'accueil, mon travail, donc sur l'accueil des jeunes qui sont des adolescents, souvent donc qui sont placés, ou alors suivis par la PJJ, police judiciaire de la jeunesse, c'est ça ? Protection judiciaire de la jeunesse, voilà. Donc c'est des jeunes qui peuvent être dits parfois difficiles, qui viennent tester l'autorité. Et je me suis rendu compte que
quand on est bien, alors moi je parle d'alignement, hein, vous m'excuserez, quand on est bien aligné, c'est ce qu'on a besoin d'être quand on travaille avec des chevaux. Donc moi parallèlement, je travaille avec des chevaux, j'ai un troupeau de 9 chevaux. C'est des chevaux qui ont tous été mis de côté parce qu'ils étaient dits difficiles, compliqués. Donc c'est des chevaux qu'on a retravaillé, qu'on a essayé de comprendre, et c'est de là que la porte s'est ouverte sur ces adolescents dits aussi très compliqués, hein, parce que m'arrive que les cas compliqués. Voilà, des jeunes qui ne vont plus, qui ne peuvent pas rester en famille d'accueil, qui ne tiennent plus en foyer, qui pètent tous les cadres, et donc qui arrivent chez moi sur des séjours pour voir un peu ce qui se passe, et est-ce qu'on peut rétablir un dialogue. Et donc, il y a un face-à-face d'un cheval compliqué avec un jeune compliqué, mais en fait, il n'y a pas d'éclat. Hein, donc moi, je suis quand même garante du cadre. Hein, c'est important, on ne va pas tous finir à l'hôpital ou chez le véto, c'est pas le but, et ça se passe jamais comme ça. Il y a une vraie compréhension, il y a une vraie lecture, et je pense que le cheval, il est sécurisant quelque part parce qu'il est authentique. Je ne sais pas si ça vous parle, quoi. Hein, cette notion d'authenticité. Il ne va pas mentir, le cheval. S'il n'a pas envie, on va vite le savoir, quoi. S'il n'est pas content, on va vite le savoir. Donc, et ça, c'est rassurant pour les jeunes. Donc moi, à force de travailler avec des chevaux comme ça et des jeunes, j'ai appris à essayer d'être au maximum authentique, quoi. Donc je pense que c'est peut-être ça, cette notion de sécurité, et qui, voilà, ça apporte de la sécurité, quoi. Alors, pour que ça fonctionne, on va peut-être garder le système de lever la main pour récupérer les micros. Merci. Bonjour, je m'appelle Marie, pour l'association Sagesse. Et donc ma question, c'est, là super, vous nous avez expliqué plein de choses, mais concrètement, c'est quoi, par exemple, les exercices que vous allez leur donner à faire pour qu'ils puissent mettre en exergue leur autorité naturelle et non verbale face au cheval? Là, vous nous dites, oui, je le mets en tête à tête. Ok, comment, dans quelles conditions? Dans un manège, dans un rond de longe, dans un pré. Et après, quelles consignes vous donnez? Vous en donnez pas? Qu'est-ce qui se passe pendant 1 heure, pendant une demi-heure, pendant 20 minutes? D'accord, vous voulez vraiment quelque chose de concret. Donc en fait, ça va déjà dépendre du jeune et de sa problématique, d'accord? Dans tous les cas, la première chose, moi les jeunes, je vais les accueillir sur 1 semaine. Donc j'ai le temps de voir un petit peu ce qui se passe. Et dans un premier temps, on n'est pas sur le faire et sur les exercices, d'accord? On va être dans la mise en relation, dans la relation à l'autre. Comment le jeune va rentrer en relation avec le cheval? Et donc vous êtes que dans les observables, vous donnez pas de consignes. Dans un premier temps, c'est important d'être dans l'observable, je pense. Donc vous mettez les 2 protagonistes dans un rond de longe, et alors, puis voilà. Alors je ne mets pas les 2 puisque je vous dis, j'ai un troupeau de 9 chevaux. Donc en fait, le jeune rentre dans le troupeau et on voit déjà quelle interaction naturelle va se créer. Vers quel cheval il peut aller ou quel cheval va aller vers le jeune. D'accord? Ce qui peut donner des pistes de lecture du jeune. Parce que ce qui est important, c'est pas de faire pour faire. C'est de lire chaque être dans son individualité. Et je dis bien l'être, parce que l'être cheval, c'est aussi le cheval, il faut le lire aussi, dans ce qu'il est sur l'instant, dans son rapport à ce jeune. D'accord? On peut pas, et c'est toute la complexité de notre métier, c'est qu'on ne peut pas livrer des fiches techniques et des fiches d'exercice. Est-ce que du coup tu veux rebondir, Sophie, sur la question de comment on travaille? Comment le cheval fait consensus dans cette question de l'autorité? Comment il fait consensus? Je crois que... alors moi, comment je travaille? Il y a cette histoire de rencontre, en fait.
déjà d'emblée, rencontre avec l'inconnu. Souvent, on va aller rencontrer un cheval qu'on ne connaît pas encore. Ce qui va être intéressant, c'est de prendre conscience de soi. Donc, que ce soit le jeune ou si on travaille effectivement avec un parent, ou moi je le fais aussi en fait avec les équipes qui accompagnent. C'est-à-dire que quand je travaille par exemple avec les ITEP, je co-construis les projets et les éducateurs, souvent des équipes plutôt éducatives, sont vraiment partie prenante des séances. Et je leur fais travailler aussi leur propre autorité. Et donc il y a une première phase, c'est prendre conscience de soi, c'est-à-dire qu'est-ce que je ressens moi là émotionnellement quand je me retrouve face à cet inconnu qui est aussi doué d'émotions très fortes. Et déjà être à l'écoute de ce qu'on ressent, c'est déjà énorme. Ensuite, il va y avoir les exercices, enfin en tout cas le travail en liberté et cette capacité à mettre en mouvement. Donc ça c'est tous les exercices qu'on connaît dans l'équitation dite éthologique. Cette façon de mettre en mouvement et l'énergie qu'on va dégager, est-ce qu'on va mettre trop d'énergie, pas assez, etc. Et de pouvoir mettre en mots avec... du coup avec moi, ce qui se passe et la réaction du cheval va permettre d'ajuster en fait. L'idée c'est ça, c'est de trouver la juste autorité. C'est quoi l'autorité? C'est de pouvoir faire quelque chose quand même, hein, mine de rien, de se faire obéir, imposer, oui, mine de rien, c'est quand même ça. C'est-à-dire, pourquoi on va parler d'autorité parentale? L'autorité parentale, c'est le devoir d'un parent de répondre aux besoins de l'enfant, donc ses besoins essentiels, mais aussi en termes de décision le concernant. Donc du coup, de pouvoir imposer en fait cette décision qui sera a priori bonne pour l'enfant. Voilà, donc avec le cheval, si on veut obtenir quelque chose aussi, il va falloir trouver quelle est la juste autorité pour que effectivement ce soit efficace et dans la confiance. Après, il y a la gestion des émotions, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris, ressenti, accepté oui, c'est ça, d'être honnête avec ce qu'on ressent. On a le droit d'avoir peur, on a le droit de ne pas oser, on a le droit d'être en colère. Comment je réajuste émotionnellement et ensuite dans mon action, de manière à ce que le cheval fasse exactement ce que j'ai décidé pour lui. Voilà, ça c'est un exemple. Merci. Du coup, j'ai Anne-France une question. En fait, après une question à laquelle Sophie pourra peut-être aussi, ou même Sylvie, répondre, avec l'histoire de l'autorité pour, l'autorité sur, est-ce que tu peux revenir dessus, préciser la différence et comment tu travailles avec ça? Et la question que j'ai pour Sophie, ou même pour Sylvie, c'est après comment c'est ce qui a été vécu en séance avec vous et retranscrit, repris dans les institutions, dans la vie de tous les jours en fait, par vos bénéficiaires, que ce soit les accompagnants, que ce soit les adolescents concernés. Alors, comment on va travailler sur l'autorité pour avec le cheval? Donc moi, je travaille un peu pour répondre à votre question. Je travaille dans un rond de longe avec un cheval en liberté. Un cheval totalement en liberté, il n'a pas d'école, il n'a rien. Et on va amener notre client et nos clients, parce qu'on travaille en individuel, en tandem, aussi en collectif, à avoir l'intention de faire quelque chose avec le cheval. Donc en fait, c'est pas un exercice, c'est une expérience. C'est comment je rentre en contact avec le cheval, avec l'intention de mettre en place de la confiance partagée avec lui. Donc ça, c'est vraiment l'objectif qu'on leur donne quand ils vont rentrer dans le rond de longe. Avant, bien entendu, on leur a expliqué cette histoire de autorité pour, autorité sur. Alors, si vous voulez que je revienne sur cette notion, si vous n'êtes pas clair, vous êtes clair là-dessus ou pas? Ça vous parle? C'est clair pour tout le monde ou pas? Parce que sinon, je peux ne pas...
Ouais, bon. Donc l'autorité pour, c'est en fait, c'est vraiment, je suis là, je mets un cadre dans l'intention de t'accompagner vers quelque chose, d'aller vers un objectif. Ok. Et donc, on va demander à notre client d'avoir l'intention de rentrer en dialogue avec le cheval dans cette expérience. Et le dialogue, on va essayer de reprendre les bases de ce qui se passe dans un troupeau de cheval. Un cheval, quand il va rentrer en dialogue avec un de ses congénères, ils vont se mettre en mouvement naturellement, ils vont chercher le mouvement. Ben voilà, on va leur demander d'aller chercher le mouvement avec leur corps, avec leur ancrage, avec leur énergie, en posant une certaine intention de faire quelque chose au cheval. Et quelque part, il est en train de poser une autorité, une crédibilité. Et le cheval va venir l'interroger, hein, souvent, je pense que vous l'avez tous, cette expérience, on demande quelque chose au cheval, il va le faire, et puis il va vous questionner. Un cheval, ça questionne en permanence pour vérifier que vous êtes bien présent, que vous êtes toujours bien ancré, c'est toujours bien ce que vous voulez. C'est hyper sécurisant pour lui. Et ben, si on fait une passerelle avec le parent et l'enfant, c'est exactement la même chose. Hein, l'enfant a besoin d'un cadre, l'enfant a besoin que ce cadre soit sécure et qu'il soit tout le temps là. Un ado, qu'est-ce qu'il va aller faire, hein, on en discutait avec Sophie la dernière fois, il va venir taper dans le cadre régulièrement. Et pourquoi il tape dans le cadre? C'est parce qu'il a juste besoin de sécuriser son être à lui, il a besoin de se sentir dans un endroit sécure pour pouvoir aller vers l'âge adulte, parce que c'est hyper compliqué l'âge adulte, on passe d'un monde de l'enfant au monde de l'adulte, et ce cadre, il a besoin de vérifier qu'il est toujours là, c'est super sécurisant. Je ne sais pas si je réponds à ta question là. Si ? J'avais une question. Vas-y, enfin. Non, je continue sur ce que tu dis. Il y a cette mise en mouvement là, par exemple, mais il y a aussi le non dans l'idée, enfin dans l'histoire des limites claires et de cette capacité à dire non quand l'enfant ou le jeune vient taper dans le cadre. Forcément, il vient voir notre capacité en fait à mettre la limite et du coup à savoir dire non. Donc ça on connaît tous hein, des exercices avec les chevaux sur de l'immobilité ou sur des arrêts très précis. Cette capacité à le rendre immobile à un endroit précis. Voilà. Bon, ça c'est un exemple d'exercice justement. Pour rebondir sur ce que tu disais, cette histoire de sécurité, ça rejoint en fait la théorie de l'attachement. C'est-à-dire que pour pouvoir grandir, pouvoir explorer et exploiter toutes ces capacités, l'adolescent, mais en fait tout le monde, a besoin de savoir où est sa zone de sécurité, de pouvoir en permanence pouvoir faire appel à cette zone de sécurité. En tant qu'adulte, c'est pareil. C'est pour ça que je dis que c'est important, cette conscience de soi, c'est-à-dire même moi, quand je travaille avec... alors, d'autant plus avec un nouveau cheval que je ne connais pas encore, ou parfois parce que, je ne sais pas quoi, il va y avoir des tas d'aléas voilà. J'ai toujours ce moment où moi, je vais me centrer sur moi, je vais voir dans quel état je suis par rapport à ma propre sécurité. Peut-être qu'elle sera petite ce jour-là, parce que je suis chahutée par d'autres choses. Peut-être qu'elle sera grande, je ne sais pas, mais en tout cas, je saurai où est ma zone de sécurité, où je vais pouvoir revenir si, à un moment donné, je viens me faire percuter sur ma légitimité. L'autorité, c'est ça, hein, c'est être légitime. Légitime, crédible. À partir de là, je peux emmener mon patient à explorer certaines choses. Le parent peut aussi accompagner son enfant à aller explorer certaines choses. Le jeune peut aussi aller explorer parce qu'il sait qu'il va retrouver sa zone de sécurité, que normalement le parent doit encore exercer, enfin être présent. En tout cas, voilà. Donc c'est établir et en permanence réajuster en fait cette relation de confiance qui fait qu'on est suffisamment à l'écoute des besoins de l'autre et en même temps suffisamment ferme pour assurer. C'est toujours, enfin, on vient toujours chercher des histoires de sécurité parce que c'est pourquoi on a besoin
d'imposer, enfin en tout cas faire preuve d'autorité, c'est aussi pour jouer en permanence sur la notion de risque. Avancer, c'est prendre des risques. Voilà. Vivre, c'est prendre des risques. Et on prend des risques en anticipant quand même où on va, c'est-à-dire en ayant... voilà. Et le cheval, c'est pareil, il a besoin en permanence de retrouver où il va pouvoir se restaurer sa sérénité pour pouvoir à nouveau... Ouais, moi j'avais envie de rebondir justement sur ce que dit Sophie, sur la notion de sécurité. Donc là, tu parlais notamment de la sécurité au niveau des ados, et je trouve que cette zone de sécurité qui découvre leur zone de sécurité, mais aussi du coup, je trouve que c'est important, le parent, qu'il ait conscience aussi de sa zone de sécurité, parce que on voit souvent, moi j'ai pu voir là dans des séances, enfin, après en échangeant avec les parents, et qui l'a pas fait, moi la première je l'ai faite, mon ado range pas, enfin maintenant ils sont, voilà, quand j'étais en âge, mon ado ne rangeait pas la chambre, donc j'allais râler, tu vas ranger ta chambre. Je te l'avais dit la semaine dernière déjà de ranger ta chambre. Et j'y vais, et j'y vais, et j'y vais, et j'y vais. Pourquoi ? Il m'a fait sortir de ma zone de sécurité. J'en suis sortie, je suis plus du tout, je suis plus alignée, et je dis n'importe quoi, et je suis après lui en permanence, si bien que ma parole et les actes que je pose, ou alors les menaces que je pose que je vais pas faire, que je vais pas mettre à exécution plus tard, donc je perds de la crédibilité vis-à-vis de mon enfant. Et ça, parce que peut-être que je suis sortie de ma zone de sécurité. Et je m'en suis pas rendu compte. Et donc travailler avec un cheval en liberté, enfin les exercices qu'on propose aux jeunes, les proposer aussi aux parents, ou alors je dirais aux équipes éducatives qui vont faire figure d'autorité parce que le parent est défaillant, c'est intéressant de savoir comment je suis moi quand je demande un positionnement où je place mon autorité. Comment je me sens à l'intérieur ? Est-ce que j'ai pris est-ce que des fois j'entends ça ? Est-ce que je sais entendre ça ? Donc c'est là où le travail avec le cheval, enfin la médiation, c'est intéressant aussi bien pour les enfants que pour les parents. Je voulais juste rebondir sur ce que tu dis. Assez récemment, j'ai eu une demande pour une adolescente. Donc la demande par téléphone avec un entretien téléphonique avec la maman. Et je l'avais déjà vue, cette adolescente. Finalement, ce qu'on a convenu, c'est un suivi de la maman. Elle est tellement insécurisée qu'elle ne peut pas du tout travailler encore cette notion d'autorité, de respect de cadre auprès de sa fille. Et donc en fait là, je suis en train de travailler avec elle uniquement à trouver sa zone de sécurité. Voilà, je n'en suis que là. Donc parfois, il faut commencer vraiment avec le parent seul, je dirais dans un travail presque régressif, c'est même pas presque, c'est complètement régressif, parce que ça vient chercher des choses très profondes, et pour travailler justement sur cette sécurité affective et physique, en étant maintenant adulte, mais en écoutant, voilà, c'est d'où ça vient. Voilà. Et quand ça va être un peu restauré, on pourra travailler avec la fille. Juste finir justement pour la partie pratique, des fois passer par la famille, donc parents, enfants, juste sur un atelier, une séance assez courte pour l'observable, comme je vous disais tout à l'heure par rapport à votre question, sur l'observable dans un premier temps, qui nous permet après de tisser, non là il faut qu'on travaille que avec la maman dans un premier temps.
Je voulais revenir un peu sur la question des chevaux plus particulièrement, notamment, on va dire, dans le domaine de l'éthologie appliquée. Il y a certains professionnels qui mettent en avant, vis-à-vis du troupeau, les notions de leadership, dominance, domination. Ben, ça me faisait un peu écho à ce dont vous échangez. Est-ce que c'est un sujet qui vous parle et si, et le cas échéant, est-ce que vous le mettez en application et comment, avec les publics que vous recevez? Moi, je vais répondre par rapport à l'entreprise. Oui, on explique en fait que dans la cellule équine, il y a des autorités de compétences. Il va y avoir ce qu'on appelle la jument alpha, les talons, les autres, qui ont chacun une compétence qui est reconnue d'une façon hiérarchique et d'une façon transversale. Donc nous, on s'appuie là-dessus pour ensuite faire des passerelles avec l'entreprise une fois qu'ils ont été faire les expériences avec les chevaux. Donc oui, on utilise à fond ça. Pour qu'ils comprennent en fait pourquoi le cheval est un super miroir pour eux dans ce qu'ils viennent rechercher avec nous. J'ai répondu à votre question ou pas? Ok. Alors évidemment, enfin en tout cas pour moi, c'est ma base de travail, les connaissances scientifiques de l'éthologie. Et alors moi, je me suis formée à l'éducation du cheval en attelage parce que il se trouve que je propose aussi des séances de médiation équine en attelage. C'est très intéressant pour les questions de place. Ça m'est peu arrivé, mais ça m'est déjà arrivé même de faire avec des familles et de mettre le papa en position de meneur. Voilà, parce que la position de meneur est très très intéressante en attelage, en termes justement de responsabilité, de sécurité, d'autorité. Et également, je me suis formée au débourrage éthologique du cheval. J'en ai pris plein la figure. J'invite vraiment tous les praticiens de médiation équine à régulièrement se former auprès de professionnels de l'éthologie dignes de ce nom pour se remettre eux-mêmes en question. On a besoin en permanence, le cheval vient nous révéler tout le temps, et moi c'est tous les jours, qui me révèle des choses de moi-même. Tant que il faut que je remette à jour ça régulièrement, et dès que je travaille avec un nouveau cheval, que cette relation de confiance soit bien établie, et cette juste autorité avec le cheval qui assure un cadre sécure, du coup, pour ensuite accueillir mon patient. Donc, il faut travailler soi régulièrement aussi avec le cheval. Oui, bonjour. Moi, j'avais une autre question qui concernait plutôt les adolescents. En fait, on a eu des exemples d'adolescents lambda, façon de parler. Et j'ai compris que vous preniez en charge des adolescents qui, par exemple, avaient des troubles de l'attachement et donc des comportements associés. Et dans le travail que vous faites ou dans les exercices que vous pouvez proposer avec un cheval, je voulais savoir en fait quelle était la différence de prise en charge par rapport à un enfant classique avec qui il y aurait une problématique d'autorité, par exemple. Pourquoi est-ce que c'était encore plus révélateur, plus renforçant, plus fort pour des enfants qui sont atteints de troubles de l'attachement? Alors, sur les troubles de l'attachement par rapport à un trouble du comportement ou par rapport à un enfant classique? Non, un ado lambda. Alors, ce qui va être encore plus important à travailler dans le cadre de troubles de l'attachement, en particulier quand il y a eu des négligences, voire des maltraitances, c'est d'aller proposer en fait aux jeunes un espace d'expérimentation, de cadre suffisamment sécurisant. Donc ça va passer par tout un travail au niveau sensoriel affectif, en particulier par le portage, et porté aussi émotionnellement par le thérapeute, de pouvoir expérimenter ce moment-là où le jeune va se sentir suffisamment en sécurité, écouté, calme, avec une présence
une présence, voilà, qu'il va falloir sentir, parce que parfois la présence est trop forte, parfois elle est... Voilà, donc ça c'est pareil, c'est toujours la juste distance, comme avec les chevaux. Mais en tout cas, qu'ils puissent expérimenter ou réexpérimenter ces liens sécures. Soit qu'ils ont connu et qui ont été cassés, soit qu'ils n'ont pas connu. De manière à, justement, qu'ils puissent trouver... alors, à travers le cheval, à travers le thérapeute, puis si on travaille avec les éducateurs, avec l'entourage, cet espace possible de zone de sécurité. Je ne sais pas si je réponds à la question. Après, une fois que ce cadre suffisamment sécure est intégré, on peut alors à ce moment-là aller travailler sur d'autres aspects, voilà, d'autres troubles. Où on va mettre un peu au défi, aller chercher un peu les émotions un petit peu plus intenses, plus fortes, plus compliquées, les frustrations, etc. Parce que on va pouvoir revenir dans cette zone de sécurité parce qu'on la connaît. Ça va ou pas ? Non, je dis je ne veux pas en débattre. C'est parce que vous regardiez vers moi. Je dis je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais bon, voilà, c'est juste un avis. Parce qu'alors, si on suit le raisonnement que vous évoquez, ben, on est tout à fait dans le faire. Et donc, il y a la zone de sécurité, puis il y a l'émotion, puis il y a ça. Mais donc, on n'est pas dans l'instant présent. Et surtout, il y a la dame qui est tout à fait à l'extrême, je ne sais plus votre nom. Vous avez dit ce qui est important, c'est de lire le cheval. Et c'est de lire également l'humain. Oui, c'est ce que je disais. Et moi, ce que je trouve fascinant dans notre métier, c'est justement de cueillir ce qui se passe. Et donc, si on est dans toutes des étapes où d'abord c'est sécure, puis après c'est ceci, puis après c'est l'émotion, puis non. On peut entrer dans un pré, dans une prairie, enfin en Belgique on dit prairie si vous dites un pré, et qu'il y ait déjà quelque chose qui se passe, comme vous aviez dit tout à l'heure, avec un adolescent qui rentre dans un troupeau de chevaux, et il n'y a pas une consigne où il y a des choses à faire, où il y a des étapes à respecter. Alors oui, évidemment, l'équithérapeute, il ne va pas faire du tout et du n'importe quoi. C'était mon intervention de tout à l'heure, quand je disais que voilà, on a un très beau métier qui malheureusement n'est pas reconnu, et donc il y a parfois du tout et du n'importe quoi. Mais je vais dire, un équithérapeute formé qui se respecte ne va pas faire n'importe quoi. Et évidemment, va faire son travail au mieux avec certaines normes de sécurité, etc. Mais là où les chevaux sont fantastiques, là où ils sont dans l'ici et maintenant, c'est parce que justement, ils nous proposent de désamorcer tout ce qui est mental chez nous. Alors, je vais me permettre, je suis complètement d'accord avec vous. Complètement. Et merci pour votre intervention. Mais là, en fait, ce que Sophie essayait, c'était de donner un exemple concret. Oui, alors, très difficile de donner un exemple concret, puisqu'effectivement, lorsqu'on on travaille, on est bien sur l'ici et maintenant. Là, nous, on est en décalage. Là, on n'est pas avec nos chevaux. Et donc, on essaye de donner une explication, essayer de satisfaire un peu tout le monde, reprendre dans notre mental, notre mémoire, des exemples de situations, et qu'on essaye de vraiment réduire sur 5 minutes. Donc effectivement, c'est compliqué. Donc merci beaucoup pour votre intervention. Merci d'avoir pris le micro pour le dire, parce que c'est vrai, il n'y a pas de... Ce que je disais tout à l'heure, c'est très difficile d'avoir une fiche de choses à faire, parce que chaque cas est difficile et différent, et en plus, chaque instant est différent. Le cheval sera différent à un moment. Moi, je serai différente en tant qu'intervenante à ce moment-là. Le jeune
jeunes aussi. Donc là, on essaye, bien entendu, puisque de répondre au maximum aux questions en donnant des types d'exercices, mais c'est vrai que ça peut sonner faux, et je vous remercie encore pour votre intervention. Sur ce type de travail, effectivement, on n'est pas du tout dans le protocole. Ça a été un gros travail, enfin non, pas pour moi, mais je sais que j'ai en stage souvent des infirmières qui se forment à l'équithérapie. C'est notre grosse difficulté, nous, en tant qu'infirmières, de passer du protocole hospitalier à l'exercice de l'équithérapie. Évidemment, dans ce travail-là, on est dans le vivant. Moi, j'ai tendance à comparer à la voile, bateau à voile, char à voile, enfin, quand il y a du vent, on ajuste en permanence. C'est pareil dans les activités d'équithérapie, donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, voilà. Et puis, non, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Et puis, je le vois aussi moi-même personnellement. Les quelques fois où je peux programmer une séance en fonction de mon agenda, j'arrive auprès de mes chevaux et mes chevaux me proposent autre chose. Et je ne vais pas dire, ah oui, mais non, moi j'avais décidé que j'allais faire ça parce que la séance passée, j'avais fait ça. Donc voilà, donc c'est vraiment un ajustement qui est constant. Sur cette question, par exemple, de portage, c'est vraiment le portage, par exemple, la relaxation à cheval, etc., ce n'est jamais systématique. C'est-à-dire que ça se fait parce que le cheval est OK, parce que le patient est prêt, parce que je le sens. Ça n'est jamais systématique. Jamais. Je vous propose que vous continuiez à en débattre tout à l'heure. Il y a une question... Oui, merci de me donner la parole. David Piriot, je suis enseignant d'équitation et gestalt thérapeute. Pour rebondir sur ce qui a été dit, moi, ce que je comprends avec Sophie et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ça donne une grille de lecture de la personne que l'on accompagne. Je crois que c'est une question d'équilibre, en fait. Soit on n'est que dans l'instant présent et dans le moment magique, mais du coup, on est un peu baladé sur plusieurs séances. Et pourquoi pas, il peut évidemment se passer beaucoup de choses. Maintenant, je crois que notre rôle en tant que thérapeute ou accompagnant, c'est aussi de comprendre ce qui se passe. C'est à la fois de parvenir à être dans l'instant présent du moment, dans l'émotion avec notre client, et aussi d'être en métaposition et de dire, OK, bon, mon client, mon patient, il en est là. Et... Pardon ? Il en est là, et moi, je sais où il est. Et finalement, on a besoin, je pense, de nous formuler mentalement un schéma d'accompagnement et dire, bah voilà, il en est là, dans le schéma de reconstruction, et on va avancer vers là. Et évidemment, à l'intérieur des séances, je m'adapterai à ce qui se passe. Mais c'est sans doute un équilibre, parce que si on est trop dans le mental et dans la théorie, bah, on reste focus sur notre protocole et on n'est pas dans l'instant présent. Et si on n'est que dans l'instant présent, on s'éloigne aussi, je crois, de notre but, puisqu'on n'a plus une vision d'ensemble de la personne que l'on accompagne. Merci. Allez-y. Donc Aurore Pinte, j'interviens en lycée agricole avec mes chevaux et mon chien. Donc c'est une question pour Madame Dufresne concernant les formations que vous faites avec les adolescents. Vous accueillez au maximum combien d'adolescents en même temps et qui vous aide, qui vous accompagne? Parce que c'est énorme, il y a énormément de choses qui se passent. Vous ne connaissez pas non plus, d'après ce que j'ai compris, les adolescents, ça peut différer. Et avec combien de chevaux vous travaillez? Alors, sur les adolescents que j'accueille, je les accueille en un par un. Voilà. C'est de l'accueil individuel. Voire éventuellement, je peux accueillir 2 adolescents en même temps s'il y en a un que je connais déjà, où on a identifié la problématique. Voilà, je travaille très peu. J'ai fait une fois accueillir un groupe avec un centre, le CDE du Morbihan, mais ils étaient 7 ados. Il y avait des éducateurs qui étaient là, il y avait certaines personnes qui étaient en famille d'accueil, donc voilà, j'étais pas toute seule, parce que là, non, et j'ai 9 équidés, donc j'aurais pas pris le risque d'avoir 7 ados
9 équidés, là, non, j'aurais pas été du tout sécure dans ma proposition. Donc non, je prends vraiment justement pour offrir un peu quelque chose que ces jeunes n'ont pas, c'est de les accueillir en quasi un pour un, quoi. Voilà. Moi, j'ai en tête un peu l'idée d'une famille. C'est-à-dire, bon, ok, on va pouvoir faire avec une famille nombreuse, mais 4, c'est bien, 5 maxi, si on veut rester dans l'individuel, dans le collectif, individualisé dans le collectif. Faut faire ce que une maman ou un papa peut faire. Au-delà, quand on est sur 10-12, pour moi, ce n'est plus du tout effectif thérapeutique ni rien, quoi. Faut faire ce qu'un humain peut faire. J'avais une petite question, notamment Madame Grumel, parce que je ne connais pas très bien le monde de l'entreprise, mais j'aurais besoin de vos retours d'expérience. Comment ça se passe s'il y a quelqu'un qui est pétrifié et qui a très peur du cheval et qui ne le connaît pas, qui se retrouve au milieu du rond de longe et on lui demande d'avoir une action, et sa première action, c'est de partir en courant. Et que le cheval, lui, du coup, panique totale aussi. Du coup, quel est votre rôle? Comment vous gérez ça? Et puis en plus, pas de bol, c'est le chef de l'entreprise. Mais il a une peur panique des chevaux. Alors, généralement, ça peut pas être le dirigeant qui a une peur panique des chevaux, parce que souvent, c'est lui qui fait la demande, ok? Donc, c'est un peu rare, sauf si c'est son conseil d'administration qui l'envoie, c'est qu'il est sur un siège éjectable, ok? Donc, on est rarement dans cette situation-là, mais je pourrais peut-être la vivre, et je vous promets, dans ces cas-là, je vous appelle et je vous dis comment j'ai vécu le truc. Alors, on n'envoie pas les gens comme ça dans le rond de longe, hein. On n'est certes pas thérapeute, mais on est quand même conscient de ce qu'on fait. On fait tout un briefing qui dure à peu près 1 heure et demie avant de commencer. On explique le cheval, on explique ce qui va se passer, comment on va les accompagner, etc. On demande s'il y a des peurs, des craintes. Alors, on demande s'il y a des allergies, parce qu'on en a vu gonfler sur place, donc on essaye d'éviter. Mais ça, généralement, on le demande en amont pour que les gens puissent prendre tout ce qu'il faut avant. Et ensuite, si, j'y arrive, parce que ça, c'est une question importante. Est-ce que vous demandez si les gens sont allergiques? Non, on le demande, tu vois. Et après, sur la peur. Alors, sur la peur. Et en fait, avant d'aller dans le rond de longe, on demande s'il y a des craintes, etc. S'il y a des craintes, c'est des personnes qu'on va amener en douceur. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire, moi, je ne le fais pas en individuel. Donc, non, on la décrédibilise pas du tout. En fait, on va y aller à son rythme. Donc, c'est-à-dire qu'on va lui proposer de tester. Si elle a peur, moi, je peux rentrer avec elle dans le rond de longe pour sécuriser, ou alors on peut la mettre en tandem avec un membre de son équipe. En fait, on va le faire en fonction de la personne. Après, oui, on a eu des gens qui ont peur, hein, et qui sont quelque part malheureusement contraints de le faire parce qu'ils sont en team building, donc il faut y aller. Donc dans ces cas, nous, notre objectif, c'est vraiment de les accompagner le mieux possible et qui se sentent... alors, j'aime pas employer ce mot-là parce qu'on n'est pas sur une réussite, surtout pas, mais quelque part, qui se sentent avoir fait quelque chose et qu'ils aient pris confiance en eux sur un tout petit bout de quelque chose. Donc, de toute façon, on va les mettre en action, merci. Et on va voir ce qu'on peut faire au mieux. Mais voilà, on ne les met pas dans le rond de longe, on ne dit pas « Allez, olé, t'as peur, le cheval va avoir peur, on va sauter la barrière ». Sauter la barrière, on a eu des chevaux qui l'ont fait, mais c'est parce qu'il y avait une énergie au centre qui était trop forte. Hein, et pour nous, par contre, là c'est des dirigeants. Hein, si vous voulez, je vous cite un exemple extraordinaire qu'on a vécu. Un dirigeant qui me dit « Super, j'ai fait faire ça à mon codir ». Donc, tous ces directeurs. Ils arrivent à 6. Et puis, je commence, on explique, etc. On arrive dans le rond de longe. Nous, ce qu'on fait, une démonstration pour mettre en confiance aussi. Et puis ensuite, je dis qui veut y aller. Et le dirigeant, moi. Et je me dis, bon, super, il a l'air super ancré, etc. Il se met au milieu du rond de longe. Donc, on a des chevaux en liberté. Hein. Il se met au milieu du rond de longe. C'est un double poney qui est plutôt hyper calme d'habitude. Le poney le regarde. Ils se regardent tous les deux. Et là, je vois mon poney partir en toupie et sauter la barrière. Ça a dû durer 30 secondes.
Et là, je peux vous dire que vous vous retrouvez dans un grand moment de solitude, parce que vous avez juste tout le codir qui est là. Et là, il y a un truc qui m'a sauvée, c'est un de ses directeurs lui dit « Eh ben, tu vois, quand tu rentres en salle de réunion, c'est exactement ce qu'on a envie de faire. » Et là, je me suis dit « Yes ! Super ! J'ai de la matière, on y va !» Voilà. Donc oui, j'ai déjà vu des chevaux partir, mais non, je n'ai pas vu des scènes, et de toute façon, je ne veux surtout pas, il y a la sécurité qu'on est là, donc on assure la sécurité au maximum. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Tout à fait. Merci pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ah oui, il y a une autre question. Alors oui, alors Cavale Santé, Sophie Depas, donc on est l'association Cheval et Cancer. Ma question, c'est une question inversée, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si c'est quelqu'un qui est déjà homme de cheval et qui forcément connaîtra parfaitement le codage et il vient dans cette situation d'équi-coaching pour travailler sur lui, pour sa gestion, si c'est un manager. Est-ce que, inversement... Alors, généralement, les gens qui arrivent et qui nous disent « Moi, je suis cavalier », c'est là où ça se passe le plus mal. Parce qu'ils arrivent en autorité sûre. Donc, c'est-à-dire que, généralement, ils ont l'habitude de contrôler le cheval. Et là, on le met dans un rang de longe avec un cheval en liberté. Il n'a que son corps, son non-verbal, son énergie, son ancrage, pour pouvoir se mettre en relation avec le cheval. Généralement, c'est le pire parce qu'ils ont l'habitude d'avoir une cravache, ils ont l'habitude d'avoir des morts, ils ont l'habitude d'avoir... Et là, ils se sentent assez démunis. Donc, effectivement, ils arrivent très... moi, je suis super sûre de moi parce que je suis cavalier. Et finalement, c'est là où ça se passe le plus mal. Parce qu'ils arrivent avec cette autorité sûre et ils mettent un temps à passer le cap de dire « Ah non, en fait, on ne va pas fonctionner comme ça. Donc, vous allez essayer de fonctionner autrement. » Donc, voilà. J'ai eu rarement des cavaliers, sauf des cavaliers qui pratiquent le travail à pied et qui ont touché cette notion de je mets d'abord en place un lien de confiance avec mon cheval en faisant entre autres du travail à pied. Là, effectivement, on a des choses assez extraordinaires, mais ils sont très très rares parce que souvent, c'est des populations qui arrivent en centre équestre, qui montent sur leurs chevaux, qui font avec de l'autorité sûre un certain nombre de choses, qui redescendent et qui repartent chez eux. Donc, ils n'ont pas ce lien qu'on leur demande de créer, nous, pendant nos séminaires. D'accord, merci. Bonjour, Rosine Storer, Société A2L. Donc, je fais du coaching, je suis Equi-coach, comportementaliste aussi. Et pour répondre à la question qui a été posée, pour revenir aussi un petit peu à ce que vous disiez, il est vrai que quand on a des gens qui connaissent très très bien les chevaux, déjà on leur explique que c'est pas du tout le résultat qui va compter, mais la manière dont ça va se passer. Et là, on voit effectivement que beaucoup de gens du cheval vont mettre une certaine autorité, mais surtout un certain contrôle. Et c'est pas du tout ce qu'on veut, nous, quand on est Equi-coach, coach. Voilà. Et c'est ça qui est vraiment le plus important, c'est de vraiment regarder ce qui se passe dans la relation, dans l'exercice. C'est-à-dire que, par exemple, quand on va dire à quelqu'un, bah, tu rentres dans le rang de longe et puis tu vas à la rencontre du cheval, on va pas du tout regarder le résultat, mais on va regarder comment la personne va vers le cheval, comment le cheval réagit. Et quand on a la possibilité d'avoir ces deux casquettes, c'est-à-dire de connaître l'humain, connaître le cheval, on a un vrai livre ouvert qui s'offre devant nous. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir aider la personne, que ce soit un chef d'entreprise, que ce soit une femme qui a certaines difficultés ou autre. Voilà. J'ai dit.
Pas d'autres questions? Alors, donc, merci à toutes les trois d'avoir répondu à l'invitation. J'ai la mission de vous donner une information pour demain. Pour les personnes qui seront encore présentes demain, les organisatrices de l'IFCE demandent que nous respections les horaires. Donc demain, on démarre à 9h. Ça démarre à 9h. Donc si vous arrivez en retard, vous prendrez le train en marche. Et il va falloir aussi être assez raisonnable sur le temps du déjeuner, parce que les ateliers pratiques qui ont lieu demain après-midi ne sont pas ici sur site et il y a un déplacement. Donc pour ne pas dépasser trop sur l'amplitude horaire, on nous demande d'être rigoureux dans les horaires. Et je devais vous transmettre le message. Quelle autorité!